Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le 18h Éco avec Yannick Lenné, bien sûr. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On va commencer par un retour sur l'actualité de la semaine avec tout d'abord le parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. Alors il ne sera pas opérationnel avant 2018-2020, mais on s'y prépare évidemment déjà. Oui, notamment le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire qui a lancé les travaux pour le futur hub logistique. On l'a visité la semaine dernière. C'est une zone de 15 hectares à Saint-Nazaire dédiée aux énergies marines renouvelables. C'est le point de concentration, d'assemblage, de rassemblement des grands composants, donc les mâts, les nacelles, les pales, différents composants qui arriveront sur cette zone, seront assemblés, préparés le long de la forme pour être chargés, pris en charge par les navires poseurs qui viendront les chercher pour les amener sur le champ de construction. Ce hub logistique, c'est un chantier de 10 millions d'euros financé par les collectivités et le port. Les travaux doivent durer 2 ans. Une fois terminés, ce sont 70 000 tonnes de matériel qui vont transiter par cette zone logistique avant d'être emmenés en mer ensuite pour la construction de ce fameux parc éolien offshore avec ses 80 éoliennes. Voilà. On va parler de la clinique Jules Verne maintenant qui est en véritable difficulté financière. L'établissement de santé du nord de Nantes a enregistré en 2014 un déficit de plus de 600 000 euros, un déficit qui risque de s'aggraver en 2015. Les nouveaux tarifs imposés par l'assurance maladie ont en effet baissé. Et pour faire face, eh bien, la clinique prévoit un plan d'économie, un plan important. Un plan d'1,5 million d'euros d'économie, 3e plan de redressement en 10 ans d'existence, des mesures drastiques concernant l'organisation des soins et le service de restauration, des mesures qui ne sont pas du goût des salariés. Ils l'ont fait savoir la semaine dernière lors de la venue du président François Hollande à Nantes et ils ont obtenu une première victoire puisque la direction s'est dit prête à revoir sa copie. La région Pays de la Loire est en force représentée au Salon du Bourget. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui se tient jusqu'au 21 juin. Un grand rendez-vous pour tous les professionnels du secteur, mais aussi pour tous les passionnés d'objets volants. 315 000 visiteurs attendus. La région donc, qui sera présente avec une trentaine d'entreprises de la filière, parmi lesquelles la société Espace, installée à Saint-André-des-Eaux, un sous-traitant d'Airbus, mais pas seulement. L'entreprise construit ses propres avions. Elle présentera d'ailleurs au Salon du Bourget son ULM Sensation lors des meetings de démonstration. Et ce sera pour elle une première. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Objectif Emploi. Cette semaine, focus sur une petite association de recherche d'emploi pour les cadres. Elle existe à Nantes depuis 1993. Elle s'appelle Market Cadre. Le nombre de ses membres actifs est volontairement limité à 35 pour favoriser les échanges et le travail en commun. Marielle Bigot est l'une de ses adhérentes. Elle a intégré l'association depuis janvier et elle nous dit pourquoi. Si on est en recherche d'emploi, souvent on va se retrouver seul devant son ordinateur ou alors on va se retrouver avec sa famille, mais donc on va être avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques que nous et qui ne se rendent pas forcément toujours compte de ce que c'est d'être au chômage, d'être en recherche d'emploi. Donc là, ça permet d'être avec des gens qui sont dans la même situation, qui vont rencontrer les mêmes problèmes. Ça permet de s'épauler, encore une fois, de s'entraider. Si moi j'ai un entretien la semaine prochaine, il peut y avoir quelqu'un de Market Cadre qui vient et qui passe quelques heures avec moi pour justement bien travailler cet entretien, faire des simulations jusqu'à ce que mon discours soit bien rodé. Voilà, un réseau petit mais efficace puisque plus de la moitié des membres trouvent ou retrouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc l'idée, si vous voulez plus d'infos, eh bien, c'est d'aller sur le site de Market Cadre. L'adresse s'affiche, elle est très simple, www.marketcadre.fr. Il y a un numéro de téléphone également, le 02 46 10 61, permanence le matin, les lundis, mercredis, jeudis, vendredis. Voilà, si j'ai encore un peu de temps, je peux donner une autre info. Je voulais vous signaler le 4e salon régional des cadres des Quincailles Plus, organisé par une autre association d'aide à la recherche d'emploi pour les cadres. L'association, pas seulement pour les cadres, tout secteur et toute catégorie confondue. L'association Aspro, c'est l'organisateur de ce salon, 4e édition, qui se tient le 18 juin à la Trocardière à Rezé. C'est le moment du reportage de la semaine et cette semaine, c'est Soudan. On va à Soudan. Oui,
Pas l'État africain, Non. la commune de 2000 habitants dans le pays de Châteaubriand précisément. C'est là qu'on a découvert une entreprise d'une trentaine de salariés spécialisés dans la chaudronnerie, essentiellement pour la construction navale. Et c'est de l'industrie haut de gamme, comme vous allez le voir. Une passerelle. On accède à l'entreprise comme sur un bateau. Et pourtant, le littoral le plus proche est à près de 100 km. Ah, on est loin de la mer. Beaucoup de clients nous demandent pourquoi on est si loin. C'est l'historique de l'entreprise. On a commencé par des cabines de chalutiers pour la société Méret. Et au fil des années, on a acquis une certaine expérience sur l'aluminium. Et voilà pourquoi on fait des bateaux à Soudan, en pleine campagne. On fait aussi bien du bateau à moteur semi-rigide comme vous avez vu, ou du voilier semi-luxe comme cela, des 47 pieds, 44 pieds, 60 pieds, coque à bouchin, coque en forme, rien ne nous arrête. Effectivement, rien n'arrête la PME. Depuis 30 ans, son expertise en chaudronnerie est connue et reconnue dans le petit monde de la construction navale. Et les projets prestigieux s'enchaînent. La superstructure d'un bateau fluvial à aube ou la coiffe d'un vaisseau futuriste, le Sea Orbiter, une station océanique internationale pour explorer les fonds marins. Les savoir-faire d'ACO sont très recherchés. On a besoin de gens, de chaudronniers capables de pouvoir former ce genre de pièces, mais aussi des soudeurs qui sont qualifiés pour pouvoir réaliser des soudures de très haute qualité. Pas de ponçage, pas de reprise de soudure meulée. Tout a été correctement fait, dans les règles de l'art. Chaudronniers, soudeurs spécialisés, des métiers en tension, des compétences pas toujours faciles à dénicher. L'entreprise de Soudan s'appuie sur les ressources de son territoire. On se bat avec l'école qui se trouve à Châteaubriand, le lycée Lenoir, pour garder la section de chaudronnerie, où on forme des jeunes. On en a 4 en apprentissage bac pro dans la société. On est toujours à l'affût de ça pour avoir des jeunes pour le renouvellement de notre personnel. Le carnet de commandes d'ACO est bien rempli jusqu'à la fin de l'année, mais dans la navale, il y a souvent des creux de vagues. Pour les combler, la PME veut développer ses propres créations. Elle inaugure cette semaine sa première maison flottante au Pouliguen pour une société de jet ski. Avec ce nouveau produit, ACO espère assurer 5% de son chiffre d'affaires dès la première année de commercialisation. Voilà, et puis à noter que ce projet de maison flottante, ACO l'a mené avec Apportex, c'est un cluster d'industriels de Châteaubriand au savoir-faire complémentaire, une autre illustration du « on est plus fort à plusieurs ». C'est le moment d'accueillir notre invité. Cette semaine, nous recevons Servan Lépine, PDG d'Excellium. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir, vous avez 49 ans, vous avez fondé Excellium en 2003, une société spécialisée dans la sécurité privée. Vous installez des équipements du type vidéosurveillance, vous avez aussi un centre de contrôle à Orvaux pour des missions de télésurveillance, vous disposez aussi d'équipes de gardiennage. La sécurité, alors qu'au départ, vous avez une formation d'ingénieur agronome, rien à voir. Comment expliquer ce virage professionnel ? Bien, le virage professionnel s'est fait par l'attirance de l'Atlantique et par une opportunité de passer de la sécurité alimentaire à la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est là-dessus que j'ai quitté la région parisienne pour rentrer ou prendre le poste de directeur régional du groupe Securitas. À l'époque, à Paris, vous gériez un certain nombre de restaurants collectifs sur le quartier de la Défense, c'est bien ça ? Exactement. Après des fonctions en hygiène alimentaire, comme je l'ai dit, dans le domaine de la qualité, j'ai ensuite, en effet, abordé la partie opérationnelle en allant gérer des restaurants d'entreprise et de découvrir la fonction opérationnelle qui était importante dans mon projet professionnel. Alors, vous arrivez ensuite dans notre région, chez Securitas, vous y restez quelques temps, puis vous décidez de fonder Excellium en 2003. C'est une PME aujourd'hui qui se porte bien, une centaine de salariés, un chiffre d'affaires en hausse constante, une croissance de 300% en 5 ans. Est-ce en rapport avec la réalité d'un marché, lui aussi en progression, le marché de la sécurité privée ? Alors, pas tout à fait en réalité, puisqu'on est sur un marché globalement stagnant, mais qui est en forte mutation avec l'émergence des nouvelles technologies de la vidéo que vous avez évoqué, de la géolocalisation, mais aussi de systèmes nomades qui permettent aujourd'hui de sécuriser n'importe quel environnement précaire
pour des durées de quelques jours à quelques semaines. Parce que là, dans les images qu'on a vues, là, on avait des caméras dans la rue. Ça, c'est une idée qu'on a hein, de la surveillance. C'est pas que ça. Il y a une multitude d'utilisation de la d'outils, vidéosurveillance. Alors, ce qu'il faut comprendre, en effet, c'est que la vidéosurveillance est une révolution en soi dans le domaine de la sécurité pour maîtriser les flux, mais aussi permettre, sur le plan réglementaire, d'être en mesure d'appeler directement les forces de l'ordre lorsqu'on observe un comportement caractérisé à distance, plutôt que d'envoyer un intervenant qui va se rendre sur place 15-20 minutes après. Et donc, en matière de maîtrise des risques, on est beaucoup plus réactif. Donc ça veut dire qu'on ne surveillera pas les bâtiments aujourd'hui de la même manière qu'on les surveille aujourd'hui ? Complètement. La façon de surveiller les bâtiments ou tout endroit sensible va se gérer de façon différente, de façon beaucoup moins standardisée que ce qu'on a pu connaître de par le passé, où on avait des prestations de sécurité, constantes du 1er janvier au 31 décembre. Aujourd'hui, on va moduler avec ces solutions mobiles les besoins de sécurité en fonction des risques, en fonction des circonstances, en fonction de l'environnement. La vidéosurveillance, c'est dans le privé, on va dire. J'imagine que vous travaillez pour des particuliers, des entreprises. C'est aussi pour le public, l'espace public. C'est ça, vos clients, c'est en gros les particuliers, les entreprises et les collectivités ? Exactement. C'est tous les marchés, mais qui répondent à des exigences réglementaires particulières, puisque dans le domaine public, eh bien, nous sommes contraints à certaines dispositions qui ne sont pas valables, bien évidemment, dans le secteur privé. Et du côté du public, vous l'avez dit, Cécile, les villes font de plus en plus appel à vos services aujourd'hui. Hein, on l'a vu encore récemment chez nous, avec la ville de Saint-Nazaire. Le maire a décidé de renforcer sa vidéosurveillance. Aujourd'hui, le tabou des caméras comme ça dans les lieux publics est tombé définitivement ? Alors, il n'est pas complètement tombé, certainement pas, mais il a fortement évolué, en effet. Et je pense que suite à un certain nombre d'événements majeurs, terroristes ou autres, eh bien, la population a pris conscience quand même que grâce à la vidéosurveillance, ça permettait rapidement d'identifier l'origine des exactions et de faire après des interpellations extrêmement rapides. On se souvient du métro, de l'attentat du métro de Londres, notamment, où en l'espace d'à peine 24 heures, un certain nombre de suspects avaient été interpellés. C'est ce que certains reprochent à la vidéosurveillance. C'est qu'elle permet d'enquêter plus vite, mais elle ne permet pas d'éviter l'attentat. Exactement, mais il ne faut pas donner à la sécurité toute autorité. Revenons un peu sur votre entreprise. Vous travaillez avec les particuliers, les entreprises. Vous avez conclu de beaux contrats ces derniers mois, notamment la sécurisation de la ligne LGV Tours-Bordeaux ou encore la ligne B du métro à Rennes. Ça, c'est des contrats qui vous imposent aussi sur le marché des entreprises de la sécurité privée, parce que c'est un marché gigantesque. Hein. Il y a 4500 entreprises dans cette filière. Alors, c'est une des particularités du positionnement d'Excellium aujourd'hui, c'est justement d'avoir développé des solutions mobiles de sécurité qui, sans alimentation électrique, sans liaison téléphonique, vont pouvoir permettre de vidéosurveiller et de contrôler un certain nombre de sites sensibles, et notamment, comme vous l'évoquez, ces deux grands projets d'infrastructures importants. Ce qu'il faut rappeler quand même, et je fais la boutade, c'est que si on a gagné ces marchés, c'est qu'on s'était préparé un petit peu à la surveillance de l'aéroport et que l'aéroport n'est toujours pas là, mais nous avons... Le futur. Non, mais très sérieusement, vous étiez positionné sur ce marché-là. Eh bien, on y réfléchissait. Ouais, on y réfléchissait sur les problématiques et à partir de là, en effet, on a pu développer des technologies qui ont répondu aux attentes du groupe Vinci en matière de sécurité. C'est un champ très concurrentiel. Alors, c'est un champ assez concurrentiel, mais qui fait son évolution, je vais dire, sur le plan technologique, sur le plan social et aussi sur le plan réglementaire. Justement, il y a un organisme qui fait un peu le tri entre le bon grain et l'ivraie dans votre profession, parce que c'est vrai qu'en matière de vidéosurveillance, les professionnels n'ont pas toujours eu bonne presse. Alors, en effet, vous avez raison. C'est vrai que depuis 2012, les professionnels de la sécurité privée ont accordé une partie de leur chiffre d'affaires pour former une sorte de police administrative afin de contrôler la bonne application des dispositions sociales, réglementaires, qui sont applicables au métier de la sécurité. Et donc, aujourd'hui, il y a 200 contrôleurs qui interviennent pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour contrôler la bonne application et les bonnes applications des règles qui doivent être appliquées en sécurité. Parce que c'est vrai qu'on est sur un domaine très touchy, comme on dit maintenant. C'est sensible. C'est sensible, La mais à mon avis, surveillance. c'est pas
terminé. Alors là-dessus, la profession évolue, et notamment avec des éléments de traçabilité. Ce qui est important, à mon avis, pour les usagers, c'est qu'on puisse vérifier et justifier a posteriori les vraies dispositions qui ont été mises en œuvre et appliquées pour assurer la protection des biens et des personnes, tout en préservant l'intégrité personnelle et la vie privée des gens. Alors, autre sujet, vous l'avez un petit peu abordé en évoquant les attentats à Londres. Vous vous êtes exprimé récemment dans la presse à la suite des attentats à Paris de Charlie Hebdo. Vous étiez favorable à plus d'échanges, plus de dialogue entre les services de la sécurité publique et puis vous, les entreprises de la sécurité privée. Pourquoi vouloir ce partenariat renforcé entre le privé et le public ? Parce que les uns sans les autres, nous n'arriverons pas à correctement mesurer tous ces flux migratoires auxquels chacun d'entre nous sommes soumis aujourd'hui, et que tout en respectant le caractère régalien de la police ou de la gendarmerie, la sécurité privée est excessivement présente aujourd'hui dans les environnements publics, privés, Mais vous travaillez déjà ensemble, non ? Alors on travaille ensemble, mais pas... En fait, les moyens de communication ne sont pas toujours normalisés. Les échanges d'informations, parfois difficiles, parce que les réseaux informatiques ne sont pas toujours compatibles. Et donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui, par exemple, de passer une séquence vidéo sur un état de fait à la police en temps réel pour leur permettre... Alors que vous dites, vous avez de la matière Exactement. qu'il faudrait peut-être mettre à disposition plus simplement. C'est un peu ça l'idée ? Exactement. Il faut faire évoluer les technologies, les moyens de communication entre nous, de façon à optimiser et à rendre plus efficaces nos actions réciproques. Et c'est votre rôle ? Vous pensez que c'est votre rôle de faire ça ? Alors, en tant que... D'être un auxiliaire de la police, finalement ? Oui, je pense que c'est une nécessité. Aujourd'hui, il y a des grandes équations économiques dans le domaine public qui sont posées. La sécurité privée est en train de se professionnaliser. Il faut que maintenant, on franchisse de nouvelles étapes. Donc ça sera votre gros dossier, j'imagine, à mener pour les temps qui viennent, sans doute. Un dossier de fond. Un dossier de fond. Merci beaucoup à vous, Servan Lépine, donc PDG de Excellium, je l'ai bien dit, d'être venu nous rendre visite dans le 18h Éco. Merci Yannick, à bientôt. Merci Cécile. Merci. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.